Eh bien, je déclare ouverte cette séance consacrée à Romieux. Je remercie notre ami le professeur Rolin d'être venu parmi nous parler de cette grande figure qui, si je me souviens bien, concluait en pantalon rayé et en jaquette. C'était du temps où le Conseil d'État avait de la tenue. Bien. Cher ami, vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur. Vous voyez, déjà, on commence par l'inédit, puisque ça ne fait pas partie de ma communication, j'ignorais. C'est dans le. J'ai glané ça dans le livre le livre jubilaire du Conseil d'État, où on a une belle photo de Romieux. Alors, pour ma, je crois, 5e ou 6e conférence, dans ces soirées jadis de la salle du droit public et désormais du droit public tout court, j'ai décidé de changer un peu mon fusil d'épaule parce que jusqu'à présent je vous ai fait subir des sujets un peu exotiques comme l'invention du zonage, la création du droit de l'urbanisme dans les facultés de droit dans les années 70, et j'ai décidé cette année de me consacrer à un sujet sensiblement plus classique quand même. Romieux, commissaire du gouvernement, c'est quand même une tarte à la crème du droit administratif. Alors je le fais pour une raison, assez simple, qui est la suivante, c'est que dans le cadre du séminaire d'histoire du droit administratif que j'anime dans le L2 de droit public de Paris Sud, de la faculté Jean Monnet, nous travaillons avec les étudiants qui sont déjà venus, nous travaillons à un projet de réédition des conclusions de Jean Romieux, plus exactement d'édition en volume des conclusions de Jean Romieux, et nous consacrons donc le séminaire. D'abord, nous avons consacré la première partie du séminaire à collecter ces conclusions, et nous consacrons désormais la suite du séminaire à travailler un peu sur le contenu de ces conclusions. Et donc, cette conférence s'inscrit dans un peu comme bilan du travail fait dans le cadre de ce séminaire. Et puisque les étudiants sont là, je voudrais les remercier de vive voix pour le concours qu'ils ont apporté à ces entreprises. Ils ont vraiment mis beaucoup de cœur à retrouver toutes les conclusions, parfois dans des revues un peu annexes, difficiles d'accès. Et c'est, je veux dire, un vrai plaisir de constater ce projet en lien centre de recherche, M2 et donc enseignement et recherche fonctionnait aussi bien, et donc je leur adresse tous les remerciements. Et donc ils auront une bonne note de séminaire, qui le savent déjà. Ils auront une bonne note de séminaire s'ils corrigent les dernières coquilles dans les versions. Ils auront une meilleure note encore, parce que c'est moi qui préfère pendant les vacances. Voilà pour les propos liminaires. Pour introduire ce sujet, donc l'objet est bien de parler de Romieux, commissaire du gouvernement, et même plus spécifiquement des conclusions de Jean Romieux, commissaire du gouvernement, et même plus spécifiquement encore, parce que ça va être un travail qu'on n'a pas fait, mais je pense qu'il n'aboutirait pas, les conclusions publiées de Jean Romieux, commissaire du gouvernement, dans la mesure où on n'a pas été vérifié aux archives du Conseil d'État s'il y avait des conclusions inédites. Mon sentiment, c'est qu'il n'y en a pas. Mais en tous les cas, ça c'est un champ qui resterait le cas échéant à défricher. Donc on travaille sur des conclusions publiées. Alors quel est l'intérêt de cette espèce de synthèse que je vais essayer de faire devant vous? C'est essayer de voir un peu si au travers des conclusions on doit se dessiner un certain nombre de problématiques, un certain nombre d'enjeux qui ne transparaîtraient pas nécessairement des arrêts qui ont suivi ces conclusions. En clair, si on peut essayer de découvrir une espèce de droit administratif de Jean Romieux, qui ne serait pas seulement le droit des arrêts rendus sur la base des conclusions qu'il a prononcées. Alors, pour procéder à ce travail, je vais commencer par quelques observations méthodologiques, pour un peu rendre compte du corpus étudié. Jean Romieux a été, semble-t-il, nommé commissaire du gouvernement en juin 1889. Je dis semble-t-il parce que dans le mémoire qu'elle avait consacré à Jean Romieux en
constat annonce la date de 1890 et on a trouvé des conclusions de 1889. Donc, sauf erreur de frappe, si j'ose dire, il semblerait malgré tout qu'il ait été nommé avant ce qui était indiqué. Et il cesse de conclure en juillet 1907, puisqu'il est nommé conseiller d'État, qu'à l'époque ça basculait directement dans la fin des fonctions de commissaire du gouvernement, de sorte qu'on a une période d'activité de près de 20 ans, ce qui n'est pas exceptionnel. Il y a des commissaires du gouvernement qui ont conclu pendant une période aussi longue, mais ce qui est néanmoins dans les moyennes hautes des fonctions de commissaire du gouvernement. S'agissant du corpus de conclusions, on a environ une soixantaine de conclusions publiées, une grosse moitié au recueil Le Bon et le reste dans d'autres revues, Dalloz, Siret, quelques-unes, revue des concessions pour quelques conclusions en matière de contrat, étant entendu que la plupart de ces conclusions sont publiées in extenso, mais il arrive que certaines publications soient des publications par extrait, uniquement sur un point de droit. Et puis on a aussi des conclusions qui sont publiées sous forme de résumés, donc qui ne sont pas directement de genre mieux, mais qui sont généralement des conclusions sur des arrêts qui ne présentent pas une importance considérable. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que ces conclusions sont très loin de représenter l'intégralité des conclusions prononcées par Jean Romieux, qu'on évalue environ, d'après les comptages que vous avez fait, plus de 300 par an, c'est bien ce que vous avez noté dans le recueil Le Bon, et que les publications concernent davantage les conclusions de fin de période que de début de période, puisque, en gros, si je prends les années 1905, 1906 et la moitié de 1907, j'arrive déjà à presque 25 conclusions publiées, donc presque la moitié du corpus. Donc il y a une nette accélération en fin de période. L'analyse qu'on peut faire, c'est qu'il y a probablement d'abord une politique éditoriale du recueil Le Bon d'augmenter le nombre de publications à partir du début du XXe siècle par rapport à la fin du XIXe. Et puis, il y a également sans doute le fait que les conclusions de Jean Romieux ont une résonance particulière, puisqu'on constate, par exemple, sur l'année 1906, qui est l'année où il y en a le plus qui sont publiées de lui, que c'est en même temps plus de la moitié des conclusions publiées au recueil Le Bon qui sont de Jean Romieux, les autres commissaires du gouvernement, ayant donc une portion congrue par rapport à la sienne. Donc on a manifestement une notoriété qui s'installe et qui fait qu'on publie davantage ces conclusions. Voilà un peu sur le corpus. Alors, pour ensuite essayer de pénétrer un peu ces conclusions et essayer, avant de rentrer dans les questions de fond du droit administratif et de contentieux que nous allons aborder, on peut aussi peut-être dire un mot sur les méthodes de Jean Romieux, commissaire du gouvernement. Alors, premier point sur les méthodes, quelles sont les ressources qu'utilise Jean Romieux dans le cadre de ses conclusions? Quels sont les différents types de ressources qu'il mobilise pour aboutir aux solutions qu'il expose? Alors, tout d'abord, il est frappant de constater qu'il utilise considérablement les ressources parlementaires. Dès qu'il y a une disposition législative qui est en question et qui fait un peu débat, il y a des références fréquentes au débat parlementaire et des références qui ne sont pas des clauses de style, ce sont des références qui visent incontestablement à rechercher le plus précisément et le plus méticuleusement possible l'intention du législateur. On en a quelques illustrations tout à fait caractéristiques, j'aurai l'occasion de reparler de ces conclusions, tout à fait caractéristiques à propos des arrêts sur le repos hebdomadaire, sur la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, où on voit Jean Romieux rechercher dans les projets du Sénat qui ont été abandonnés, dans les projets de la Chambre des députés qui leur ont été substitués, dans les interventions au cours des débats, rechercher quel a été véritablement le sens qu'on a voulu donner aux dispositions législatives et plus particulièrement, parce que c'était ça qui était en question, au système des dérogations à l'obligation de fermeture hebdomadaire qui avait été posée par la loi. Et on sent de ce point de vue-là qu'on est bien dans
la logique d'un Conseil d'État républicain et respectueux de l'institution législative, l'intention du législateur donc, joue un rôle tout à fait essentiel dans le travail d'analyse juridique d'un commissaire du gouvernement. Le deuxième type de ressources qui sont nettement mobilisées, c'est la jurisprudence judiciaire. On a également de fréquentes références à des décisions de la Cour de cassation, à des décisions même de cour d'appel. J'aurai l'occasion, en prolongeant les questions de fond, d'évoquer ces points-là, et des ressources judiciaires qui sont, je dirais, de deux types. D'abord, il y a un regard objectif qui peut être porté vers la jurisprudence judiciaire pour approfondir une question. On va trouver ça dans un certain nombre de conclusions où on examine ce qu'a dit le juge judiciaire pour essayer de comprendre un peu quelle est la solution à donner au litige. Par exemple, il y a une décision, je vais en reparler, une décision de 1903 sur la taxe sur le pain en matière fiscale, donc toute une partie du contentieux qui est un contentieux judiciaire, et donc sur les pouvoirs des maires en matière de taxe sur le pain, eh bien on a une vérification, une compréhension, une recherche de la jurisprudence judiciaire. Puis il y a une deuxième manière de mobiliser la jurisprudence des juridictions judiciaires, c'est lorsque se présente évidemment un conflit de compétences ouvert ou éventuel, et où il faut comprendre comment le juge judiciaire se positionne sur le point précis à régler pour savoir comment la solution va se combiner avec les décisions du juge judiciaire. C'est ce qu'on trouve par exemple dans l'arrêt CAM à propos de la responsabilité sans faute des patrons à l'égard de leurs ouvriers, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est ce qu'on trouve dans de très nombreuses décisions, évidemment, et puis on verra que c'est une grande question qu'aborderont mieux que celle de la répartition des compétences. Fatalement, l'auscultation de la jurisprudence judiciaire est importante. Les ressources du droit comparé, troisième type de ressources, sont en revanche fort peu utilisées. Pourtant, on sait que le Conseil d'État, à l'époque, avait un regard soutenu sur le droit comparé, et ici on ne trouve pratiquement aucune référence à du droit comparé dans les conclusions sur l'arrêt CAM une fois, mais c'est pour montrer qu'en Belgique et au Luxembourg, on n'applique pas les dispositions du Code civil de la même manière qu'en France, et donc c'est pour y reviser un peu sur la position de la Cour de cassation dans son arrêt de 1894 qui empêchait l'évolution jurisprudentielle de se poursuivre. Pour le reste, il y a très très peu de ressources de droit comparé. On a en revanche une utilisation fréquente et une utilisation, presque scientifique de l'histoire du XIXe siècle, de l'histoire administrative et juridique du XIXe siècle. C'est tout à fait frappant. Par exemple, on a un arrêt Mocambury de 1892 sur l'institution des sous-secrétaires d'État, et la moitié des conclusions passent leur temps à retracer l'histoire de la création, de la suppression, de la nature des fonctions dévolues au secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État, depuis 1810, et de manière très précise. Donc on a, 1810 c'est pour notre point d'histoire administrative sur les établissements insalubres, où il fait l'histoire de la législation sur les établissements insalubres. On a donc des ressources historiques fréquemment sollicitées de manière minutieuse, scientifique, et quand on y réfléchit bien, on n'a sans doute pas aujourd'hui, dans les conclusions d'un rapporteur public, le même recul. On a ici une profondeur de champ qui est d'à peu près une centaine d'années. Il est rare que, dans les conclusions actuelles, les rapporteurs publics refassent l'histoire d'un régime juridique sur une période de 100 ans. On sent ici comme une différence significative. D'ailleurs, une analyse historique qui se porte évidemment également sur l'analyse de la jurisprudence administrative, et où on voit au mieux ne pas hésiter de temps en temps à souligner qu'il y a des évolutions qui ont eu lieu sous le Second Empire, qui ont été abandonnées ensuite, et donc à valoriser même des périodes qui, sous l'ère républicaine, n'étaient pas nécessairement très valorisées, donc avec cette perspective incontestablement scientifique. S'agissant de la doctrine, des ressources doctrinales,
Là, on bénéficie d'un outil qui est fabuleux. À partir du moment où toutes les conclusions ont été numérisées en reconnaissance de caractère, c'est qu'on peut taper des noms d'auteurs pour voir un peu ce qui ressort de manière systématique. Et alors, on aboutit à des résultats, en plus en les lisant, on s'en rend compte, mais on aboutit à des résultats qui sont les suivants. D'abord, on n'a absolument aucune référence à la doctrine universitaire générale. Aucune citation d'Oriou, aucune mention d'Oriou, une seule mention de Lully, mais c'est pour dire qu'il a rédigé le recours dans l'affaire Croix-de-Salier et Tivoli, d'ailleurs avec une amabilité, bien sûr, le recours très bien rédigé par l'éminent professeur de Bordeaux, Léon Lully, mais sinon absolument aucune référence à la doctrine universitaire que j'appelle générale, et je m'explique, enfin vous comprendrez pourquoi tout à l'heure le sens du mot général. Mais on a également une très faible référence à la doctrine organique, comme on dit, à la doctrine organique antérieure. On a une seule citation de Cormenin, une seule citation de Macarel, et encore faut-il souligner que c'est dans les mêmes conclusions qui sont citées l'un à la suite de l'autre. Deux citations de Boulatinier, qui pourtant était un des grands ancêtres d'un certain nombre des positions qu'il a adoptées, et cinq citations d'Aucoq, qui là pourtant était aussi vraiment un des pères fondateurs du droit administratif contemporain de l'époque. La seule citation, mais elle est abondante, c'est la Ferrière qui revient à 17 reprises en 60 conclusions, et parfois à plusieurs reprises dans les conclusions. Incontestablement, la Ferrière est la source dominante doctrinale de l'époque, étant entendu que quand Romieux commence à conclure, la Ferrière est encore au Conseil d'État, et d'ailleurs, on constate que les conclusions de la Ferrière sont plutôt plus présentes en début de période qu'en fin de période. Donc peut-être que l'éloignement puis la mort de la Ferrière ont un peu porté atteinte à l'obligation de le citer. Enfin, il y a une utilisation, pour le coup, beaucoup plus fréquente de ce que j'appellerais la doctrine technique. En règle générale, la doctrine universitaire, mais sur des domaines techniques. Par exemple, quand Romieux conclut sur des questions de finances publiques, il se réfère au manuel technique, non pas au manuel de cours de finances publiques, mais à des traités de comptabilité publique, à des traités de responsabilité des ordinateurs et des comptables. Lorsqu'il s'intéresse à des questions qui touchent au chemin de fer, il se réfère très fréquemment au traité de Picard, et il se réfère également sur des questions domaniales à Sérigny, qui est le seul auteur pour le coup qu'il cite dans ce domaine-là. Donc, dès qu'il a une question technique à traiter, là par contre, il n'hésite pas dans les livres, mais en revanche, sur les systèmes généraux, manifestement, l'idée de se référer à la doctrine universitaire ne l'effleure même pas, en tous les cas, l'idée de la citer directement. Voilà pour ce qui concerne les ressources. Ensuite, est-ce qu'on peut tracer un schéma général de la manière dont Romieux conclut? Alors, on peut déjà peut-être faire une typologie des conclusions publiées. Il me semble qu'on a trois types de conclusions qui sont publiées. On a des conclusions qui apportent des éclaircissements sur un point de droit technique, des points de droit techniques dont on sent qu'ils ont des enjeux importants. Est-ce qu'on peut résilier une concession? Est-ce que on peut exonérer d'un certain nombre de taxes tel ou tel type d'activité? Donc là, on a des conclusions, je dirais, sur des objets un peu techniques, qui de temps en temps, désormais, les enjeux nous échappent un peu. On a ensuite des conclusions qui portent sur la résolution de grands conflits juridiques et sociaux. On a par exemple des conclusions d'ailleurs très longues sur la résiliation des concessions coloniales qui avaient été accordées vers 1890, un arrêt Verdier en particulier 1893, les conclusions que j'ai déjà citées sur les dérogations au repos hebdomadaire en fin de période, qui sont tout à fait caractéristiques de cela, et puis ça avait d'ailleurs fait l'objet d'une conférence du professeur Bienvenu il y a quelques années, les conclusions
conclusion prononcée, pour le coup, devant le tribunal des conflits, dans l'affaire Société Immobilière Saint-Just, qui est clairement une manière de jouer un rôle pacificateur dans la mise en œuvre de la loi sur les congrégations et les évacuations des congrégations des lieux qu'elles occupaient. Et puis enfin, on a troisième type de conclusions, qui sont des conclusions qu'on pourrait qualifier de doctrinales, dans lesquelles on va avoir l'énoncé d'un point de doctrine fondamentale du droit administratif. Alors ça peut se recouper avec d'autres, par exemple Société Immobilière Saint-Just, c'est à la fois la résolution doctrinale, enfin la résolution d'un conflit et des conclusions doctrinales, mais c'est tout à fait caractéristique, par exemple, de l'arrêt Terrier, qui est au fond un arrêt qui ne présente pas un intérêt considérable, mais qui est l'occasion d'établir la doctrine de l'utilisation du service public, de la gestion publique, etc. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc ça, c'est le premier point, c'est la typologie des conclusions. Évidemment, c'est la typologie des conclusions publiées, et je ne prétends pas que ça recouvre la typologie des conclusions effectivement prononcées. J'imagine qu'il devait y avoir toute une série de conclusions, j'imagine, je suis certain, toute une série de conclusions extrêmement techniques, ordinaires, qu'on envoie en sous-section juridique, voire en sous-section jugeant seul, actuellement. Ensuite, est-ce qu'on peut parler d'une méthode de Romieux pour conclure? Alors, je dirais qu'il faut déjà faire un découpage chronologique. Il me semble qu'il y a Romieux première période, un Romieux deuxième période et peut-être un Romieux troisième période. La première période, c'est avant la réclame. C'est le jeune commissaire du gouvernement qui conclut de manière relativement terre-à-terre, un peu casuistique, mais enfin, ça reste moi personnellement, je trouve ça tout à fait de qualité à tous les moments, mais ça reste des conclusions, je dirais, techniquement bonnes, mais sans particulier souffle. La réclame marque un premier point de bascule et on voit Romieux passer vers des conclusions dans lesquelles il affirme de plus en plus nettement des positions de fond sur ce que doit être le droit administratif, sur ce que doit être le contentieux administratif, et ça vise en particulier, on y reviendra tout à l'heure, les questions sur l'ouverture du recours exécutoire, sur le service public et sur d'autres domaines. Et c'est quelque chose qui se développe pendant, on dira, environ une dizaine d'années, jusque vers 1904-1905. Et puis, les 2 dernières années, ou 2 dernières années et demie, je dirais à partir de 1905, je me demande si on n'a pas, alors c'est peut-être lié aussi à l'effet de volume de publication, il faut toujours faire attention à ces effets-là, mais si on n'a pas un troisième Romieux qui est en train de livrer son testament d'un certain point de vue de commissaire du gouvernement, à savoir qu'il va bientôt nommer conseiller d'État, et on voit des conclusions de plus en plus doctrinales, parfois même, je dirais, inutilement doctrinales, c'est-à-dire que les conclusions posent des questions que les litiges n'appelleraient pas nécessairement à trancher. Les conclusions sur droit de Célier-Tivoli, par exemple, posent des tas de séries de questions que l'arrêt n'a pas besoin de trancher après. Les conclusions sur le travail hebdomadaire, que je trouve aussi très nombreuses parce qu'elles sont véritablement passionnantes, de la même manière abordent de très nombreuses questions que les arrêts, parce qu'il y en a plusieurs, c'est pour ça que je désigne ça sous travail, repos de l'hebdomadaire plus exactement, n'appelait pas nécessairement à trancher, mais donc on a le sentiment qu'il y a une manière de léguer un peu sa vision du droit administratif qui s'opère dans les dernières années des conclusions. Et peut-être, c'est totalement gratuit, mais peut-être parce que aussi l'augmentation des publications des conclusions était liée à une demande de Romieux lui-même de publier un certain nombre de documents dont il considérait qu'ils méritaient de rester. Donc déjà, on a peut-être ce découpage chronologique, alors vous mesurez tout ce qu'il a d'impressionniste et d'intuitif, mais enfin, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine. Ensuite, dans sa manière de conclure, je dirais que là encore, on peut procéder à une typologie. Il y a des conclusions d'abord tout à fait unilatérales.
des conclusions dans lesquelles, de l'exposé des faits jusqu'à la solution, jusqu'à la proposition de solution en tous les cas, il va dérouler une argumentation dans un seul sens, sans se soucier des objections, sans émettre de réserve, et c'est en particulier le cas sur un certain nombre de domaines techniques. Les premières conclusions qu'il prononce publiées, par exemple celle de 1889, sur une question de domaine militaire public, sont des conclusions tout à fait caractéristiques de ce style, c'est-à-dire qu'on a un mouvement du début à la fin, de la question à la solution, sans autre considération. Il y a au contraire des conclusions de Romieux qui sont des conclusions, des conclusions de balancement entre deux thèses. Ça peut être deux thèses qui sont soutenues par l'administration, ça c'est un des points importants que l'on note dans les dossiers de l'époque et que l'on ne retrouve plus aujourd'hui, c'est que deux administrations, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances notamment, ou le ministère de la Guerre et le ministère des Finances, généralement c'est le général et le financier qui s'opposent, peuvent proposer dans leurs observations des solutions différentes à donner au litige. Et pas seulement par les voies et moyens pour y arriver, mais bien la solution elle-même, un ministre qui conclut au rejet du pourvoi et un ministre qui conclut à l'annulation de la décision. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et dans ce type de situation, Romieux s'inscrit ou peut jouer le rôle, en quelque sorte, de l'arbitre entre ces administrations et de peser, en quelque sorte, les thèses des administrations en présence. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Il y a un arrêt dont, malheureusement, j'ai oublié de renoter le nom, c'est un arrêt de fin de période qui concerne la responsabilité des comptables publics, où il oppose la doctrine du parquet général de la Cour des comptes à la doctrine du ministre de l'économie, en s'interrogeant, en sous-pesant les deux thèses. Et il le dit lui-même, je vais essayer de le faire avec le plus d'impartialité possible, ce qui est d'ailleurs un avis troublant, c'est pas vouloir dire que dans d'autres cas c'est pas toujours aussi net, mais avec le plus d'impartialité possible, mais il se pose bien ici en arbitre entre deux thèses, et en quelque sorte, ça n'est pas sa propre solution qu'il va préconiser, mais le choix entre deux systèmes, et le mot est fréquemment employé, deux systèmes proposés par les administrations. Et puis, il y a d'autres types de conclusions dans lesquelles il va procéder par analyse des thèses et de leurs contraires, mais cette fois-ci en écartant les thèses qui sont proposées pour proposer son propre système. Alors ça peut être des thèses défendues par les auteurs de pourvoi ou les défendeurs, ça peut être des thèses défendues par la jurisprudence antérieure, ça peut être des thèses défendues par la juridiction judiciaire, et cette fois-ci, il va se positionner en antithèse par rapport à ces propositions antérieures. La décision de 1903 sur la taxe du pain que j'évoquais tout à l'heure est, sur le plan méthodologique, l'une des plus caractéristiques de cette manière de faire. On pourrait sans doute affiner les distinctions, mais ce que cela permet de montrer, c'est que donc il n'y a pas une modalité unique de conclusion, qu'il y a un certain nombre d'utilisations, peut-être pas de procédés rhétoriques, mais en tous les cas de construction du discours qui varie selon la nature des affaires et qui montre bien que conclure, ça ne veut pas toujours dire la même chose selon selon la question qui se présente et la manière dont elle se présente. Voilà pour quelques considérations générales sur un peu la désignation de ces questions. Alors je vous propose maintenant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, et je vous propose de le faire au fond autour de deux grandes lignes directrices. D'abord, je voudrais essayer d'aborder quelques grands enjeux qui ressortent des conclusions de Romieux, et puis, donc en étudiant les notions un peu pour elles-mêmes en quelque sorte, et puis ensuite me poser la question de savoir si de tout cela on peut arriver à faire ressortir une conception générale du droit administratif, qui serait le droit administratif de Jean Romieux. Alors, pour étudier d'abord ces quelques grands enjeux, ces quelques grandes notions, je vais commencer, à tout seigneur tout honneur, par la théorie du service public et essayer de comprendre un peu comment, au travers des conclusions, encore une fois, donc le droit des conclusions et peut-être pas nécessairement le droit des arrêts, pour comprendre comment
dans les conclusions de Jean Romieux, et travailler la notion de service public. Alors on a fréquemment souligné, on a fréquemment dit, c'est notamment la fameuse thèse de Juste Luchet sur l'arrêt Blanco, que l'arrêt Blanco aurait été exhumé, après avoir été oublié, aurait été exhumé au début du XXe siècle, en particulier dans les conclusions de Jean Romieux sur l'arrêt Terrier, qui effectivement fait une référence directe à l'arrêt Blanco. Alors, c'est sans doute un peu excessif dans la mesure où on constate que l'arrêt Blanco est malgré tout beaucoup cité dans les conclusions de commissaire du gouvernement publiées au recueil Le Bon entre 1873 et 1903. Il est beaucoup cité, mais il est souvent cité, il faut bien le reconnaître, parmi d'autres et de manière un peu casuistique. Comment on résout les problèmes de responsabilité liés à des dommages causés par des agents des services publics. En revanche, il est incontestable que chez Jean Romieux, il y a un travail spécifique de l'arrêt Blanco qui est opéré, et un travail spécifique qui est indéniablement un travail de transmutation du sens et de la portée de cet arrêt. D'abord, c'est un point que j'ai toujours un peu de mal à expliquer, mais j'ai le sentiment que pour comprendre ce mouvement, il faut essayer de comprendre ce que voulait dire service public dans l'arrêt Blanco. Il me semble, c'est une proposition que j'ai déjà faite à plusieurs reprises et que je réitère ici, il me semble que la manière dont on entend service public dans l'arrêt Blanco, c'est peut-être un anglicisme, en tous les cas, quelque chose qui ressemble à la formule anglaise public service, avec l'accent. Public service, c'est-à-dire, pour dire les choses très simplement, l'administration, dans le sens, l'activité de bureau de l'administration en général, sans que ça se réfère à une activité en particulier. Et on en trouve une illustration, dans des conclusions de Romieux, qui sont des conclusions qui traitent d'une question de transaction. C'est des conclusions de 1899 qui s'appellent Compagnie franco-algérienne, où il nous parle du droit pour le ministre de transiger pour la branche du service public qu'il concerne. Et il me semble qu'on voit bien dans cette formulation qu'ici on emploie vraiment le mot service public pour l'équivalent des bureaux, en quelque sorte, de l'activité administrative en elle-même, je dirais, et que l'arrêt Blanco, d'un certain point de vue, c'est un peu ça, sauf que c'était une activité administrative quasiment industrielle, mais qu'au fond, ça avait à voir avec cette idée, pendant qu'on fait de l'administration, il peut se produire des dommages, et dans ces cas-là, la responsabilité ne peut pas s'opérer selon les critères, les conditions posées par le Code civil. Mais on reste toujours dans cette question de responsabilité des agents, et par exemple, il est très frappant que lorsqu'on parle de dommages causés par les travaux publics et des tiers, on n'utilise pas du tout dans les années 1880-90 la référence à l'arrêt Blanco. On reste sur la loi de 1208 et on ne dépasse pas un texte spécial pour se référer à un principe de séparation des pouvoirs. Mais alors on trouve justement dans les conclusions de Romieux une première inflexion, qui est une inflexion qu'on oublie parfois un peu parce que l'arrêt est connu pour autre chose, c'est dans l'arrêt CAM. Dans l'arrêt CAM était évidemment en question la responsabilité sans faute des employeurs vis-à-vis de leurs employés en cas d'accident du travail, mais la question de compétence se posait également dans la mesure où il s'agissait de distinguer de se distinguer de la jurisprudence de la Cour de cassation qui refusait de sortir du système de la faute et de la faute prouvée de l'employeur, ce qui était une faute pratiquement impossible à faire. Alors je vous lis, et je procéderai pas mal par lecture des conclusions, parce que je pense que malgré tout, c'est de cette manière-là qu'on perçoit le mieux les idées. Je vous lis le passage qui me paraît le plus intéressant des conclusions de Romieux de ce point de vue. Il est incontestable qu'en l'absence de texte contraire, les opérations faites par l'administration de la guerre dans l'intérêt de la défense nationale constituent, quelle que soit leur nature, un véritable service public.
Si des doutes peuvent s'élever quand l'État dirige une industrie dans un but exclusivement financier, aucune hésitation n'est permise quand les établissements industriels exploités par lui, comme dans l'espèce, sont spécialement affectés à la préparation des engins nécessaires à l'administration militaire. Nous sommes en présence d'un service public proprement dit. Alors il me semble qu'ici, on a une première inflexion dans la mesure où il s'agit bien d'essayer de lier une nature d'activité. On voit qu'au fond, ce qui est problématique, c'est que l'activité est une nature industrielle, comme dans l'arrêt Blanco, d'un certain point de vue, de lier une certaine nature d'activité à un certain régime, par le truchement de l'utilisation du service public. Et il emploie cette terminologie, un service public proprement dit, que l'on retrouvera un peu plus tard dans les conclusions de l'arrêt Pelletier. Donc, il me semble qu'on a ici une première inflexion dans l'utilisation de la notion de service public, dans la mesure où on essaye d'étendre le périmètre de l'arrêt Blanco pour fonder un nouveau type de responsabilité, même si on reste bien dans les dommages subis du fait de l'activité purement interne du service public. Dans l'arrêt Pelletier, deuxième inflexion, et celle-là est beaucoup plus importante évidemment, on sort de la responsabilité. C'est la première fois où on sort l'arrêt Blanco de la responsabilité, où on ne va plus utiliser la solution Blanco simplement pour fonder une compétence en matière de responsabilité, mais pour fonder une compétence posée de manière beaucoup plus large. Et je vous cite le passage des conclusions que vous avez certainement déjà lu 50 fois, toujours une petite musique agréable à entendre. Tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services publics proprement dit, généraux ou locaux, soit que l'administration agisse par voie de contrat, soit qu'elle procède par voie d'autorité, constitue une opération administrative qui est par sa nature du domaine de la juridiction administrative au point de vue des litiges de toutes sortes auxquels elle peut donner lieu. Et là, on voit bien, en quelque sorte, la généralisation de la solution Blanco, qui jusqu'à présent ne servait qu'à justifier des solutions en matière de responsabilité, et encore de matière de responsabilité en dehors des travaux publics. Ici, une généralisation à l'ensemble des activités liées des services publics, quelle que soit la nature des litiges. Alors évidemment, et ça c'est tout à fait caractéristique de ces conclusions doctrinales, Romieu ne s'arrête pas à cette affirmation générale, qui pourtant est déjà une affirmation très doctrinale d'un certain point de vue. Il ne s'arrête pas à cette affirmation générale, mais continue par la généralisation, par la théorisation de la distinction de la gestion publique et de la gestion privée, et c'est naturellement le deuxième apport sur la théorie du service public de l'arrêt Pelletier. Alors, là encore, je vais les lire, et ça va prendre peut-être une minute, parce que c'est une lecture un peu longue, mais ce qui est intéressant, et j'en dirai un mot en conclusion, ce qui est intéressant, c'est que la théorisation de la gestion publique et cette distinction de la gestion privée par Romieu est sensiblement différente d'abord de ce qu'on lit dans la doctrine, sensiblement différente également de ce que les grands arrêts, la vulgate des arrêts du Conseil d'État a dit par la suite. Que nous dit en effet Romieu ? Il faut réserver pour les départements et les communes comme pour l'État les circonstances où l'administration doit être réputée agir dans les mêmes conditions qu'un simple particulier et se trouve soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions. Jusque-là, c'est la théorie de la gestion publique et de la gestion privée extrêmement classique. Cette distinction entre ce qu'on a proposé d'appeler la gestion publique et la gestion privée peut se faire soit à raison de la nature du service. Le service peut en effet, tout en intéressant une personne publique, ne concerner que la gestion de son domaine privé. On considère dans ce cas que la personne publique agit comme une personne privée, comme un propriétaire ordinaire dans les conditions de droit commun. Donc il y a des services qui restent privés, mais on ne parle ici que du domaine privé, pas des services publics industriels et commerciaux par exemple, ou pas dans le cas des services industriels qu'il a pu évoquer dans l'arrêt Cannes. Et ensuite, nous revoilà sur une notion de service public proprement dit, dans l'intérêt d'un service public proprement dit, lorsque l'administration n'invoque pas le bénéfice de sa situation de personne publique et se place volontairement
dans les conditions du public. Ça, c'est ce qu'on va retrouver ensuite dans Gravit Porphyroïde, avec le choix pour l'administration de stipuler des clauses exorbitantes ou de ne pas les stipuler, mais par conséquent de se placer dans un régime de droit administratif ou de droit privé, jusque-là c'est classique. Mais, il nous dit-il, donc soit en passant un des contrats de droit commun d'un type nettement déterminé par le Code civil, qui ne suppose pas par lui-même l'application d'aucune règle spéciale au fonctionnement du service public, ça c'est l'anticipation de Gravit Porphyroïde, soit en effectuant une de ces opérations courantes que les particuliers font journellement, qui supposent des rapports contractuels de droit commun et pour lesquels l'administration est réputée entendre agir comme un simple particulier. Autrement dit, dans l'analyse que fait Jean Romieux, il y a bien trois situations. Il y a ceux qui ne constituent pas des services publics à proprement parler, et il ne cite que le domaine privé, et dans ceux qui constituent des services publics à proprement parler, ou bien du fait de la volonté de l'administration, Gravit Porphyroïde, pas de clause exorbitante, pas de procédé administratif à mettre en œuvre, ou bien les situations dans lesquelles la nature de l'opération réalisée, fait qu'il y a une présomption d'agir comme un particulier. Et notamment ce dernier volet dans la gestion privée, les rapports courants qu'entretiennent les services publics avec leurs différents publics, usagers, tiers, fournisseurs, etc. Ce volet de la gestion privée, en règle générale, a disparu totalement des analyses qui ont été faites après. D'ailleurs, il n'a pas été repris par la jurisprudence, mais on voit bien que, en tous les cas, la proposition de Jean Romieux était sensiblement différente. Enfin, dernier stade de l'évolution, décision que je n'ai pas encore citée, c'est la décision de 1905 de Tommaso Greco, où est parachevée en quelque sorte la généralisation et la restructuration de l'arrêt Blanco, puisque, là je vous lis encore un passage critique, la jurisprudence peut ainsi, tout en se montrant très respectueuse des droits de l'administration, tout en refusant à ériger trop facilement les erreurs de direction ou d'exécution du service public en quasi-délit administratif à la charge de ce service, se réserver, du moins dans les cas graves, par exemple aussi la vexation abusive, violation substantielle des règlements, imprudence évidente, absence manifeste de toute précaution, etc., la possibilité de déclarer qu'il y a faute du service public de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Et on voit ici, alors, parce que j'ai un peu écourté le passage, mais on voit ici quelque chose qui est tout à fait frappant, c'est que une fois réglée la question de la généralisation de l'arrêt Blanco, on lui trouve un autre usage, c'est celui de fonder la nature de la faute justifiant la mise en cause de la responsabilité de l'administration. C'est-à-dire qu'on est passé d'un arrêt qui avait essentiellement une fonction de répartition de compétences. La responsabilité de l'administration n'est pas la même que celle de droit privé, elle peut être plus étendue, moins étendue, etc. Et donc, on ne peut pas la faire, on ne peut pas la mettre en œuvre avec les mêmes règles et devant les mêmes juridictions. Et dans Tommaso Greco, on n'est même que 10 ans après la réclame, on en est à l'arrêt Blanco, la responsabilité de l'administration est différente, signifie qu'on doit trouver des critères pour déterminer les cas dans lesquels la faute de l'administration engage la responsabilité du service public, et on commence à mettre en œuvre des critères, et ici on voit bien que dans ce qui concerne les services de police, eh bien, on est dans la mise en œuvre des critères de faute grave, puisqu'on voit bien la violation manifeste, l'imprudence, etc. On caractérise tout à fait la faute grave. Voilà qui me paraît tout à fait caractéristique de la manière dont Romieux, et je crois que c'est vraiment chez lui que l'on retrouve ça le plus nettement, a procédé à cette transmutation de l'arrêt Blanco, qui était un arrêt de la réserve, des théories fondamentales du droit administratif. Il pouvait servir comme d'autres auraient pu servir, pour en faire, par ce mouvement, une espèce de notion centrale, et puis ensuite, en le détournant vers une nouvelle fonction en droit de la responsabilité. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est évidemment la question du recours pour excès de pouvoir. Parce qu'il est évident que dans les conclusions de Romieux, on trouve des réflexions très importantes sur le recours pour excès de pouvoir. On peut articuler, me semble-t-il, ces questions autour de 4 points.
D'abord, la question de la nature même du recours pour excès de pouvoir. On trouve chez Romieux, et en particulier en début de période, notamment dans un arrêt Quillebeuf, enfin une conclusion sur un arrêt Quillebeuf de 1893, on trouve la systématisation déjà de l'idée qu'il y aurait en réalité non pas un recours pour excès de pouvoir, mais deux recours pour excès de pouvoir. Un recours pour excès de pouvoir simple et un recours pour excès de pouvoir qu'on pourrait qualifier de renforcé. Je vous lis le passage des conclusions. Comme il s'agit d'un droit lésé, le recours peut être formé pour violation de la loi et n'est pas limité au cas d'incompétence et de violation des formes. Le Conseil d'État a donc un pouvoir de juridiction analogue à celui qu'il exerce en matière d'alignement ou de communication future. Il statue sur la violation de la loi et des droits acquis, ce qui comprend la fausse interprétation de la loi. Donc, à partir du moment où le recours pour excès de pouvoir, le recours à fin d'annulation, est formé sur le fondement d'un droit lésé, et non pas seulement d'un intérêt froissé ou d'un intérêt lésé, on verra que la vérité c'est difficile de faire la distinction, on est dans un recours pour excès de pouvoir renforcé qui contient déjà l'erreur de droit, la violation de la loi, et on va voir que ça va sans doute même un peu plus loin. En 1906, dans ses conclusions sur les affaires de repos hebdomadaires, Romieux développe cette théorie du recours pour excès de pouvoir renforcé, mais pour en faire cette fois-ci le recours pour excès de pouvoir de droit commun. Et ces conclusions ne sont pas très connues, et pourtant elles me semblent nettement en avance par rapport aux solutions qui ont dégagées dans les arrêts Gomel, Calino, etc. Je cite, « Le recours pour excès de pouvoir peut être fondé non seulement sur les moyens d'incompétence, de violation de forme ou de détournement de pouvoir, mais aussi sur la violation des droits que la loi a entendu assurer aux citoyens. Or, cette violation de la loi entraîne la plupart du temps l'appréciation des circonstances de fait dont la légalité de l'acte peut dépendre. Aussi, constamment, le Conseil d'État est-il amené à rechercher en fait si dans la manière dont l'administration a usé de ses pouvoirs, elle a respecté les droits que les citoyens tiennent des lois générales ou spéciales, si telle mesure prescrite rentre à raison de son caractère de gravité dans la catégorie de celle qu'elle peut imposer sans violer le droit de propriété ou la liberté du commerce ou tel autre droit individuel, si la situation de fait invoquée correspond bien aux conditions que le législateur a mises à l'obtention de telle autorisation, etc. Nous pourrions vous citer de nombreux exemples de ce pouvoir d'investigation et d'examen des circonstances au fond à l'occasion du recours pour excès de pouvoir, dirigé soit contre des actes positifs, soit contre des actes négatifs, on y reviendra un peu plus tard. Autrement dit, dans ces conclusions, c'est repris plus implicitement dans l'arrêt, mais dans ces conclusions, on a bien la théorie de l'erreur de fait et même de la qualification juridique du fait qui est d'ores et déjà posée comme faisant partie du recours pour excès de pouvoir. On voit donc qu'il y a dans la pensée de Romieux un mouvement dynamique d'extension des catégories et des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir qui a donné lieu à des arrêts annoncés comme des arrêts de principe un peu postérieurs, Gomel-Calino, mais qui en réalité sont déjà acquis dans les solutions dégagées à propos de ces conclusions. Oui, juste un point, je voulais le dire. Parmi les 60 conclusions publiées, il n'y a qu'un seul jeu de conclusions contraires. Donc, le reste des 59 autres sont des conclusions conformes. Donc, ça témoigne aussi de l'influence de Romieux. Et donc, quand il dit ce genre de choses, même si les arrêts ne le reprennent pas nettement, on sent que c'est déjà en phase d'entrer dans le droit possessif. Donc vous voyez, sur la nature du recours, on voit bien qu'il y a un développement considérable dans un mouvement dynamique impulsé par Jean Romieux. Sur les effets du recours pour excès de pouvoir, je laisse de côté l'arrêt Martin, sur lequel je reviendrai ensuite, que vous connaissez bien sur les conséquences de l'annulation de l'acte détachable, et je m'intéresse à deux autres arrêts. D'abord un arrêt de 1896, Ville de Paris, dans lequel Romieux conclut, et c'est poursuivi par l'arrêt, l'annulation de la résiliation d'une concession dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Donc on a bien la possibilité
d'obtenir l'annulation d'une mesure de résiliation du contrat dans cet état de la jurisprudence. On voit ainsi que les jurisprudences restrictives postérieures sont revenues sur ces propositions. Et on a dans un des arrêts de 1906 sur le recours hebdomadaire, l'affirmation nette que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir spécial mis en place par la loi, c'est-à-dire un recours spécifique pour étudier les autorisations et les refus d'autorisation, de dérogation et de fermetures hebdomadaires, il n'y a pas de possibilité de procéder à une réflexion de l'acte. Et c'est à cette occasion, je le signalais par allusion tout à l'heure, c'est à cette occasion que Romieux distingue le recours spécial créé en 1810 pour les établissements insalubres du recours créé par la loi pour la fermeture hebdomadaire, en disant la chose suivante. En 1810, le Conseil d'État n'était pas encore tout à fait un juge, il était encore un peu d'administration, il était donc normal qu'il puisse annuler et refaire tout de suite l'autorisation d'ouverture d'un établissement insalubre. Aujourd'hui, il n'appartient plus au Conseil d'État, en l'exercice de sa fonction juridictionnelle, d'aller au-delà de l'annulation. Et donc on a ici toute la théorie de la limitation des pouvoirs qui est tout à fait énoncée dans ces conclusions. Troisième volet de cette problématique du recours pour excès de pouvoir, c'est la question de l'extension du recours pour excès de pouvoir à de nouvelles catégories de requérants et à de nouvelles catégories d'actes. D'abord, pour les nouvelles catégories de requérants, l'attitude de Romieux est assez ambiguë. On a d'un côté, et qui est très bien marqué par les conclusions sur les arrêts patron coiffeur de Limoges et garçon coiffeur de Limoges. L'arrêt est patron, mais il y a une intervention des garçons. Justement, c'était encore des histoires de fermeture hebdomadaire, et donc les patrons s'opposaient aux garçons. On a dans cet arrêt l'admission très franche et même dynamique des recours collectifs, des recours des associations, des recours des syndicats, des recours des groupements de toute nature. Je ne ferai pas toute la jurisprudence sur l'intérêt à agir des groupements, mais la vérité, on continue de l'appliquer à peu près de la même manière aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça lui sera reproché par Romieux, qui trouve que, à dire tout ça, on va finir par admettre des recours des groupements de fonctionnaires. Chose horrible, des syndicats de fonctionnaires. Donc il y a une acceptation très large de ces recours des groupements. Et au fond, Croix-de-Séguier-Tivoli ou des affaires de cette nature le montrent bien. D'un autre côté, il y a chez Romieux une difficulté à passer de la notion de droit lésé à la notion d'intérêt lésé. Bref, d'un fondement subjectif du droit au recours à un fondement objectif d'un intérêt objectivement lésé. Et on le trouve très exprimé de manière très nette, et même presque un peu violente d'ailleurs, dans les conclusions qu'il prononce sur l'arrêt de 1906, Caisse des écoles, enfin on cite toujours l'arrêt de 1906, on cite toujours l'arrêt Caisse des écoles du 6e arrondissement. En réalité, il y a plusieurs caisses des écoles, il y a plusieurs recours, dont un recours d'arrest pour la Caisse des écoles du 16e arrondissement. Et il dit la chose suivante, sur l'intérêt à contester les décisions prises par les caisses des écoles, avec toujours les fameuses, est-ce qu'on peut faire des subsides aux écoles privées, etc. Il dit la chose suivante, les citoyens n'ont pas en effet nécessairement le droit de contrôler par la voie contentieuse les conditions de fonctionnement des services publics ou des établissements publics qui en font partie. Par ceux-là seuls qui seraient appelés en fait à y coopérer d'une manière quelconque. Pour qu'ils puissent le faire, il faut que la loi ait entendu le leur permettre, ou qu'ils puissent s'exciper d'un droit personnel opposable au service public. Ils tiennent ce droit dans la loi lorsque les textes organiques qui régissent le service public ont spécifié l'existence d'un recours contentieux, ou simplement lorsque ces textes prévoient comme base du fonctionnement du service un régime électoral et leur confèrent ainsi un droit propre en tant qu'électeur, parce que là c'était pour les élections des caisses des écoles. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? C'est qu'ils refusent l'idée qu'il pourrait y avoir un intérêt objectif à contester les mesures du service public. Il faut pouvoir opposer un droit, et pas seulement un intérêt, au service public. Et lorsqu'on regarde Croix-de-Séguier-Tivoli, qui est de la même année,
on retrouve cette même idée. Pourquoi est-ce que le recours des usagers est recevable? C'est parce qu'ils ont un droit à opposer au service public. Et d'un certain point de vue, même dans Patron, coiffeur de Limoges, puis dans tous les arrêts relatifs au recours collectif, pourquoi est-ce que les groupements peuvent contester les mesures? Parce que ces mesures sont contraires à leur statut et ainsi portent atteinte à leurs droits statutaires. Et donc on voit bien, dans la logique Romieux, la difficulté à passer du droit subjectif à agir à l'intérêt à agir, alors pourtant que dans l'arrêt Casanova, on parle de l'intérêt à agir, etc. Mais en réalité, cet intérêt est encore très fortement matiné de droit, et là, on voit qu'on est encore dans une période où on n'a pas trouvé ce substitut au droit dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. S'agissant du développement des actes contestables, il y a un domaine tout à fait particulier, on a eu l'occasion pour un séminaire d'y revenir à plusieurs reprises pour essayer de bien comprendre, un domaine tout à fait particulier dans lequel la pensée de Jean Romieux est revenue à plusieurs reprises après un arrêt défavorable aux conclusions non publiées de 1893. Il y revient à plusieurs reprises en 1900 dans un arrêt de l'île de Paris, non, il ne s'appelle pas l'île de Paris celui de 1900, mais je vais le noter, mais un arrêt de 1900 à propos de la ville de Paris, un recours fait par un avocat dans le nom m'échappe. Et ensuite un arrêt de 1906 sur une autre commune et à propos d'une autre taxe, parce qu'on est en matière fiscale. Il s'agit de la question de savoir quels sont les contentieux susceptibles d'être mis en œuvre vis-à-vis des impositions locales. Et en particulier sur la légalité de l'institution de l'imposition et sur la légalité de l'utilisation de l'imposition instituée. Le seul recours qui existait, ce qui est affirmé dans l'arrêt de 1893, c'est que c'est le recours qu'on peut former au moment du recouvrement de l'impôt. Au moment du recouvrement de l'impôt, on peut exculper de l'illégalité de l'institution de la taxe. Mais ce que Romieux demande, c'est que l'on puisse faire un recours pour excès de pouvoir contre la décision d'instituer la taxe, ex ante, ex post, et qu'on puisse, en plus, contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision d'utiliser la taxe. Il lui faudra 15 ans pour obtenir satisfaction, 13 ans pour obtenir satisfaction, et que soit admis un recours objectif contre la décision d'utiliser la taxe. Alors, si ce contentieux est intéressant, c'est parce qu'il me semble qu'on voit bien ici évoluer, d'ailleurs pas encore parfaitement, mais qu'on voit ici bien évoluer la logique d'un vieux recours propriétariste, je conteste quand je paye mes impôts, vers un recours objectif, je conteste la décision de la collectivité, soit d'établir un impôt, soit d'utiliser à telle fin les fonds qui ont été souscrits. Donc on voit bien le passage du subjectif à l'objectif, en quelque sorte, dans ce contentieux. Et me semble-t-il, les décisions sur l'intérêt à agir des contribuables locaux, qui sont pour le coup pas sous conclusion de Jean Romieux, s'inscrivent dans cette logique jurisprudentielle plus que dans une logique de développement de l'intérêt à agir. Je crois que c'est le contribuable local doit pouvoir contester la décision qui affecte financièrement la collectivité dont il fait partie. Donc voilà un peu ce qu'on peut constater dans les conclusions de Jean Romieux à propos des questions de l'aspect des recours et de recours pour excès de pouvoir. Alors, le dernier point, bon, il y en a encore deux, mais je vois que je suis un peu long, là, non, ça va être long, ça va? Alors, j'en ai encore deux, dans ces cas-là. Encore une heure. Non, je n'ai pas pour une heure. Tu as encore une heure? Ah, j'ai encore une heure. Le troisième point que je voudrais aborder, je vais l'aborder au travers de la lecture des conclusions sur un arrêt, et vous allez comprendre au travers de ces conclusions l'enjeu, c'est la question du domaine réglementaire naturel, c'est-à-dire de l'idée qu'il existe un domaine réglementaire qui appartient en propre à l'exécutif sans délégation du pouvoir législatif. C'est cette fois-ci un arrêt de Babin de 1906 à propos de l'histoire du statut des commissaires de la marine. Je cite, « Cette compétence générale du pouvoir exécutif pour tout ce qui concerne le personnel peut être rattachée au droit qui tient de l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875
pour assurer l'exécution des lois et nommer à tous les emplois. Elle résulte d'ailleurs de la liberté très étendue que le législateur a en fait laissée au pouvoir exécutif dans cette branche de l'administration. Il est bien vrai que si le législateur est intervenu à diverses reprises dans cette matière, soit pour régler diverses questions dans leur ensemble, législation des personnels, soit pour traiter certains points particuliers, soit pour organiser lui-même certains corps spéciaux, magistrature, officiers, fonctionnaires d'instruction civique. Mais la circonstance que le législateur a statué dans certains cas à l'égard personnel n'implique pas qu'il doit nécessairement statuer dans tous les cas, bien au contraire. Les conditions même de ces interventions, anciennes et récentes, montrent par leur caractère nettement délimité qu'il a entendu régler et par conséquent se réserver tel et tel point particulier, mais qu'en dehors d'eux, l'administration reste entièrement libre et a ici un véritable pouvoir propre, sans qu'il soit nécessaire d'une délégation du pouvoir législatif. Et il conclut par le péroraison qui lui est habituel. On peut donc affirmer qu'en ce qui touche les rapports de l'administration avec ses agents, le pouvoir exécutif a pleine autorité pour statuer et peut fixer librement les conditions de ce contrat, sauf les questions que le législateur a exceptionnellement faites siennes en les réglant lui-même. C'est la motivation de l'arrêt Ariès, c'est la motivation de l'arrêt Labonne, et c'est puisé dans ce grand réceptacle des conclusions Romieux, et on voit donc émerger, dès cette période relativement ancienne, cette idée d'un pouvoir réglementaire disposant d'un champ de compétences naturel, qu'il n'aurait pas besoin pour lequel il n'aurait pas besoin d'une délégation de compétences législatives. Alors ici, ça ne concerne que les questions personnelles, donc évidemment, Ariès ira plus loin sur la base de la théorie des circonstances exceptionnelles. On retrouve cette même théorie du pouvoir réglementaire naturel dans deux séries d'arrêts sur des affaires relatives, encore une fois, aux fermetures hebdomadaires, notamment parce que par un décret, le gouvernement avait créé une institution consultative pour examiner les questions de dérogation au régime de fermeture, et Romieux dira de la même manière que le gouvernement, ces chambres syndicales, chambre syndicale de quelque chose, de toute façon ils s'appellent tous chambre syndicale de quelque chose, que le gouvernement peut, sans habilitation législative, créer des organes consultatifs par décret simple, parce que cela fait partie de la compétence administrative fondée, là encore, sur l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875. Et il me semble que là encore, c'est un apport intéressant de cette conclusion que de montrer que, au fond, les solutions des arrêts Ariès suivants sont déjà contenues et dans ces conclusions, il nous semble-t-il, dans les arrêts qui les suivent, même si c'est parfois de manière un peu plus imprécise. Quatrième point donc, que je voulais aborder dans les thématiques qu'on trouve de manière intéressante dans les conclusions de Romieux, c'est les questions touchant au contentieux contractuel. Alors, on sait bien que Romieux a réglé beaucoup de questions, ou semble avoir réglé beaucoup de questions en matière contractuelle, sur notamment la théorie des pouvoirs d'administration. Je voudrais ici insister tout d'abord sur une problématique générale sur la théorie du contrat administratif et sur le droit qui lui est applicable, théorie que l'on trouve dans les conclusions sur la règle de Planck, qui sont des conclusions passionnantes et qui sont d'ailleurs souvent citées de manière, mal citées ou mal lues, et l'arrêt utilisé de manière caricaturale. Je cite, il nous parle d'une concession de service public. Cette introduction du droit commun dans les rapports contractuels entre concédants et concessionnaires, uniquement pour suppléer aux lacunes du contrat de concession, nous paraît nécessaire par le développement des services publics industriels et assez conforme aux tendances de la jurisprudence actuelle. Autrefois, le contrat de concession apparaissait alors comme quelque chose d'exceptionnel et de rigide, qui ne comportait l'emploi d'aucun principe de droit civil, d'aucune règle autre que celle édictée par le cahier des charges lui-même. On se rend compte aujourd'hui que cette conception trop étroite peut conduire à des impossibilités et que les rouages de la concession, maniés avec cette inflexibilité, risquent d'éclater. Tout d'abord, on a reconnu au concessionnaire le droit de demander une indemnité au concédant si les avantages promis par le cahier des charges ne lui ont pas été conférés, et cela a été nécessaire car la résiliation du contrat
au profit du concessionnaire ne constituerait pas pour lui une garantie suffisante, puisqu'en matière de concession, la résiliation est ruineuse pour le concessionnaire, et on autorise aujourd'hui le paiement d'une indemnité par application de l'article 1142 du Code civil. On voit donc, en cas d'inexécution du contrat, je vais couper un peu la citation, on voit donc dans la théorie, dans la réflexion de Romuald, une idée assez profonde qui est à la fois un outil de désadministrativation des formes contractuelles administratives anciennes, tout à fait caractéristique, et on est en 1907, la réflexion sur les conséquences qu'auront en termes de régime juridique l'émergence de services publics et caractère industriel, pas industriel et commercial, mais de services publics à caractère industriel, mais il pense ici pour l'essentiel aux grands services concédés, et pas encore aux services publics industriels et commerciaux gérés en régie. On voit en tous les cas, ici me semble-t-il, poindre ce qui fait les caractéristiques des conclusions de Romuald, c'est qu'il ne s'arrête jamais à un système, en dehors peut-être de la notion de service public et peut-être de la théorie du recours pour le pouvoir, il ne s'arrête jamais à un système, il est toujours prêt à une forte ductilité de sa pensée, ductilité, parce que ce qu'il dit là n'est pas forcément ce qu'il a dit auparavant, pour l'adapter aux circonstances. Il a quand même quelque chose de tout à fait caractéristique dans sa réflexion sur son refus des systèmes, et en conclusion, je citerai un arrêt que c'est tout à fait caractéristique. Donc, voilà déjà sur la théorie générale, des contrats. Il faut citer, par ailleurs, sur des points un peu plus particuliers, mais il faut citer un arrêt de 1905, des conclusions sur un arrêt de 1905, suivi d'ailleurs, un arrêt Bardi, dans lequel Romuald fait la théorie du fait du prince, il a fait, avant les arrêts, annoncé comme fondateur de la théorie du fait du prince, je cite, toujours avec cette formulation ramassée, didactique, doctrinale, la puissance publique peut toujours, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prendre les mesures d'autorité réglementaire ou fiscale qu'elle estime nécessaires en vue des besoins de la vie collective auxquels elle est chargée de pourvoir, mais si ces mesures, légales et légitimes en elles-mêmes, aggravent d'une manière directe les charges des contrats passés par elle pour l'exécution de ces services publics, avec ses entrepreneurs, ses fermiers, ses concessionnaires, dans des proportions qui n'ont pas pu rentrer dans les prévisions des parties contractantes, elle doit en supporter les conséquences pécuniaires, comme cela aurait eu lieu si elle exécutait elle-même le service. Et on a ici donc la théorie du fait du prince qui est exprimée de la manière la plus nette dans ses conclusions de Romuald. Évidemment, le troisième point qu'il faudrait évoquer à ce stade, c'est l'arrêt Martin, mais j'en reparlerai tout à l'heure, sur la théorie du recours dirigé contre les actes détachables, mais j'en reparlerai tout à l'heure parce que je montrerai que, au fond, la théorie de l'acte détachable ne présente pas un grand intérêt dans la réflexion de Romuald, c'est un intérêt beaucoup plus important, sur l'expression de son droit administratif et sur ce qu'il entend faire du recours pour excès de pouvoir dans sa conception du droit administratif. Alors précisément, j'y viens. De tous ces points qu'on a pu évoquer et d'autres que je n'ai pas évoqués, est-ce qu'on peut dégager une conception générale du droit administratif qui ressortirait des conclusions de Romuald? Alors, évidemment, le genre conclusion ne se prête pas à la construction d'un système doctrinal de la même manière qu'un traité, et il me semble néanmoins que la lecture, et c'est l'intérêt d'ailleurs de l'édition rue de ces conclusions, que de la lecture suivie de ces conclusions, on peut dégager un certain nombre de caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'il me semble que ce qu'on voit se dessiner au travers des différentes conclusions de Romuald, c'est la construction de théories, au pluriel, de l'autonomie du droit administratif. Il me semble qu'un de ses travaux essentiels, c'est de construire l'autonomie du droit administratif. Évidemment, l'autonomie par rapport au juge judiciaire. La multiplication des références à l'arrêt Blanco, cité ou pas cité d'ailleurs, parce que parfois il n'éprouve même pas le besoin de citer, dans les conclusions, traduit bien la volonté d'inscrire le droit administratif dans une autonomie à la fois de régime et de juridiction. Autonomie qui peut parfois aller
jusqu'à la contestation, parfois la contestation assez vigoureuse des solutions que peut adopter la Cour de cassation. Il me semble que l'arrêt CAM, de ce point de vue, est tout à fait caractéristique. Romieu commence par exposer la solution reprise en 1894 par la Cour de cassation, maintenant la faute prouvée pour les accidents du travail. Il montre ensuite que les mêmes dispositions du Code civil aboutissent en Suisse et au Luxembourg et en Belgique à des solutions tout à fait différentes. Il pour ironiser sur le fait que manifestement, ça n'était pas aussi gravé dans le marbre que la solution de la Cour de cassation soit la bonne. Il fait évidemment référence au projet de loi qui est en cours de discussion mais qui n'interviendra que l'année d'après. Et ensuite, il dit, mais nous, 1382, ça ne nous concerne pas, arrêt blanco, et donc nous avons une solution conforme à l'équité. Ce qui est une manière de manifester que l'autonomie, c'est pas seulement une autonomie de compétences procédurales en quelque sorte, mais c'est aussi une autonomie de fond. Et ça lui permet de jouer l'arrêt blanco, si je veux dire, dans le bon sens, c'est-à-dire pas seulement la responsabilité de l'administration qui serait moins étendue que celle des personnes privées, mais parfois la responsabilité de l'administration plus étendue que celle des personnes privées. Mais cette autonomie, elle est tout à fait caractérisée par l'arrêt CAM. On la retrouve dans un arrêt que je citais déjà rapidement tout à l'heure, de 1903, sur la taxe sur le pain, où il montre que la jurisprudence judiciaire n'a rien compris au système de la légalité des actes administratifs, et il considère qu'il faut forcer en quelque sorte la Cour de cassation à abandonner sa jurisprudence. Et là encore, il y a cette idée qu'il faut séparer clairement l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, et si dans un certain nombre de cas, il essaye d'harmoniser les solutions, en règle générale, il pose davantage l'idée qu'il doit y avoir des blocs de compétences, on retrouve cette idée-là fréquemment, des blocs de compétences pour précisément assurer l'harmonie des solutions dans le bloc de compétences et sans avoir à se préoccuper du bloc de compétences, du reste du bloc de compétences externes, au profit du juge judiciaire. Donc on a véritablement un travail assez systématique de distinction et de séparation de l'autorité judiciaire. Avec évidemment, non pas des tempéraments, mais des contrepoints. Alors, le premier contrepoint, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure en citant les conclusions sur l'arrêt des Planck, c'est que, certes, autonomie par rapport à l'autorité judiciaire et au droit privé, mais malgré tout, en n'hésitant pas à admettre l'utilisation des outils du droit privé, requalifiés comme droit commun, applicables également en droit administratif dans un certain nombre de cas. Voire, dans la conclusion de l'arrêt Terrier, comment dire, une citation tout à fait magnifique, puisque pour justifier la solution de l'arrêt Terrier, donc l'extension de la compétence à tous les services publics, il cite le procureur général de la Cour de cassation, rendant hommage à la Ferrière pour exposer le développement de la jurisprudence administrative. En disant, vous voyez, même eux, sont d'accord. Alors qu'en réalité, c'était un discours d'hommage dans lequel, évidemment, la portée doctrinale n'était pas du tout là. Et même s'il est peu coutumier de ce genre d'utilisation un peu biaisée de référence, là, ici, pour marquer cette autonomie, il est bien cela. Autonomie par rapport au juge judiciaire, autonomie de l'administration. Autonomie de l'administration, on l'a bien vu, autonomie de l'administration par rapport au législateur, on l'a bien vu avec la théorie du domaine réglementaire naturel, on le voit bien au fond avec l'émergence du critère Terrier, gestion publique des services publics qui permet d'autonomiser également l'administration. Donc il me semble qu'on a globalement dans l'œuvre de Romieu la volonté de créer un droit administratif séparé aussi bien du droit civil et du judiciaire qui l'applique que du législateur et de créer véritablement un espace propre au droit administratif. Et ça me semble être une de ses préoccupations systématiques. La deuxième tendance que l'on peut relever, enfin encore tendance c'est un mot peut-être un peu excessif, c'est peut-être une tension. On trouve chez Romieu à la fois
l'acceptation du développement des services publics, clairement, il n'est jamais choqué par l'extension des services publics et dans même cette conclusion, on retrouve l'idée que l'époque moderne est une époque du développement des services publics, des conclusions sur l'électricité, sur l'octroi, etc., mais en même temps toujours dans le respect des libertés économiques. Il y a incontestablement un blocage vis-à-vis de tout ce qui pourrait porter à une atteinte à la libre entreprise. Des fils de banquiers aussi, ça explique cela. Ça peut expliquer le contraire. Et on en voit une illustration très intéressante dans un arrêt de 1901 Décroix. Un arrêt de 1901 Décroix qui... Alors, on n'a pas les conclusions sur l'arrêt Casanova, mais qui reprend la logique Casanova, mais ici, dans les conclusions, c'est exprimé de la manière la plus nette, et on va voir que la logique est intéressante. Je cite. C'est donc au juge qu'il appartient de délimiter beaucoup plus par l'examen des espèces que par voie de théorie générale les pouvoirs des conseils municipaux. Il faut tenir compte de la législation générale, des intentions du législateur au moment du vote de la loi municipale actuelle, du but que se proposent les corps municipaux dans leur délibération, des nécessités auxquelles ils sont légitimement amenés à pourvoir, ou des considérations théoriques étrangères à leur mission par lesquelles ils se laissent dominer. Le socialisme municipal. C'est pas cité, mais enfin, c'est... Les conseils municipaux ne peuvent en principe exercer un commerce ou une industrie, d'abord parce que cela constitue une modification économique au régime de la liberté du commerce et de la libre concurrence, auquel le législateur seul peut porter atteinte. Donc on a ici l'affirmation très nette qu'on peut accélérer le développement des services publics, et même des services publics industriels, puisqu'il évoque après les services industriels concédés, mais pas faire du commerce et de l'industrie en se laissant guider par des considérations théoriques étrangères à leur mission. Donc on a vraiment toujours l'idée que le service public peut aller jusqu'au service public industriel, mais ne peut pas aller jusqu'à porter une atteinte directe à la liberté du commerce et de l'industrie. Cette préoccupation vis-à-vis du respect des libertés économiques se retrouve aussi avec le développement des recours ouverts aux contribuables. Il est clair que les garanties offertes aux contribuables sont l'expression aussi de cette protection des droits économiques des citoyens. Enfin, je dirais qu'on trouve également chez Romieu une conception. Alors, j'ai cherché le mot juste et je ne l'ai pas trouvé, mais celui-là pourra peut-être y pourvoir, une conception de la démocratie administrative. Il y a de nombreuses conclusions de Romieu, où entre en ligne de compte la moralité administrative, où entre en ligne de compte l'extension du contrôle des administrés sur les actes de l'administration. Et on trouve cela en particulier, c'est pour ça que je vais le garder pour la fin, je me rends compte que j'ai fait ça à la fin, j'ai oublié d'avoir la citation exacte, et il va falloir faire jouer votre mémoire, parce que vous connaissez assez bien. On trouve ça dans la conclusion, des conclusions sur l'arrêt Martin, où après avoir dit, la formule qu'on cite toujours, comme quoi effectivement l'annulation de l'acte détachable ne peut n'avoir qu'un effet platonique, il dit, mais peu importe, au-delà des conséquences sur le contrat, ce qui importe, c'est que ce recours pour excès de pouvoir aura permis de censurer l'illégalité, et il emploie le terme censurer l'illégalité dans la même logique que le droit parlementaire. C'est comme une motion de censure du gouvernement, au fond, la censurer l'illégalité. Certes, ça ne conduira pas à remettre le contrat en cause, mais ça marquera une sanction à l'égard de l'administration, éclairer l'opinion publique et empêcher le retour de pratiques réprouvées. Et donc, il me semble qu'il y a dans cette affirmation, là encore très programmatique, très nette de la conclusion de l'arrêt Martin, il y a une réflexion sur les fonctions du recours pour excès de pouvoir qui s'inscrit bien dans l'idée d'une forme de démocratie administrative. Le recours pour excès de pouvoir est un recours d'utilité publique dans la mesure où précisément il permet de construire cette
publicité en quelque sorte, cette information de la mauvaise conduite de l'administration, ce qui l'empêchera de recommencer, évidemment, une vision peut-être un peu idyllique des choses, mais qui l'empêchera de recommencer, qui mettra en évidence ce qu'elle a mal fait. Il me semble qu'on a plusieurs jeux de conclusion qui reprennent cette problématique, alors parfois dans des considérations plus cocasses ou plus scabreuses, notamment toute une série d'affaires corses sur les gestions faites des fausses primes qui avaient été attribuées à des éleveurs de vers à soie corse. L'élevage de vers à soie est une activité typiquement corse, pour se pratiquer à un rythme lent. Parfois dans des circonstances plus dramatiques, par exemple, il y a une affaire qui lui avait valu les foudres de Camille Pelletan dans la grande presse, qui était liée à une indemnité qu'aurait dû l'État pour l'utilisation des chemins de fer réquisitionnés en 1870 aux compagnies de chemins de fer. Et l'État, voyant le chiffre de l'indemnité arriver, le trouvant considérable, avait tout simplement fait des faux. Et notamment, il le dit expressément, c'est un faux, et il dit, mais je refuse d'appliquer cela, c'est un faux, l'État doit se comporter comme un honnête homme et ne pas faire de faux contrats. Et par conséquent, il écarte totalement ce faux pour permettre, c'est pour ça que Camille Pelletan lui fait, pour permettre l'indemnisation des compagnies de chemin de fer. Protection des intérêts économiques en même temps, évidemment. Mais donc il y a véritablement cet aspect de moralité publique qui est assez fréquemment visé, nettement visé, pas seulement comme clause de style, c'est toujours à bon escient dans les conclusions de Jean Monod. Voilà, donc il me semble qu'il se dessine, sinon évidemment un droit administratif général, du moins un certain nombre de tendances qui font que, malgré qu'il y a un droit administratif de Jean Monod qui est parfois un peu différent du droit administratif des arrêts qui ont été rendus sur la base de ces conclusions. Alors, pour conclure sur les conclusions, c'est toujours un peu embarrassant, mais pour conclure, on pourrait s'interroger sur les usages de Romieux, évidemment, vous avez des politistes dans la salle, j'ai fait des choses comme ça, sur les usages de Romieux. Ce qui me frappe, c'est que l'influence directe de Romieux dans les conclusions diminue très rapidement. Malgré les fonctions qu'il occupe au Conseil d'État, de président de sous-section puis de président de section. Il est cité un peu, mais il n'est pas énormément cité dans les conclusions, donc il n'y a pas... Romieux ne sera pas le Laferrière next génération. Ça, c'est incontestable. En revanche, il y a dans ces conclusions, et je l'ai souligné à plusieurs reprises, un fond d'idées qui sont déjà presque du droit positif, dans la mesure où les arrêts les ont peut-être déjà tranchés, parfois de manière un peu implicite, parfois par voie de construction, mais qui vont être réutilisés dans les années suivantes. Gomez à Camino, Aries à la mode, tout cela est déjà dans les conclusions, explicitement, c'est pas de la fabrication, est déjà dans les conclusions de Romieux. Donc ces conclusions sont clairement le creuset d'un certain nombre d'évolutions jurisprudentielles qui vont se produire dans les 15 à 20 années qui vont suivre. En revanche, une fois cette période passée, hormis la théorie du service public et de la gestion publique de l'arrêt terrier, il me semble que Romieux perd pratiquement toute fonction juridique, il est absorbé par les arrêts, si j'ose dire, et il me semble que l'arrêt des planques, pour les contractualistes, mais l'arrêt des planques sur les sanctions contractuelles est tout à fait caractéristique, c'est qu'en réalité, ni l'arrêt, l'arrêt encore c'est un peu ambigu, mais les conclusions ne disent pas ce qu'on dit qu'elles disent. Elles disent même exactement le contraire, parce qu'elles ne parlent pas de sanctions contractuelles, mais de dommages et intérêts. C'est à peu près le contraire, et qu'il y a presque le contraire. Donc on a une espèce de disparition des conclusions de Romieux derrière les arrêts qui les ont suivis, qui les ont en quelque sorte cristallisés, et Romieux devient une espèce de figure
comment dire, mythique, en plus que Vieux, il a pu, à 95 ans, il a droit à des hommages très longtemps, même après la guerre. D'ailleurs, quand René Cassin l'honore, alors qu'il est déjà nonagénaire, il a des formules un peu ambiguës sur il ne faut pas séparer le Conseil d'État d'après la Libération du Conseil d'État d'avant la Libération, ce qui fait qu'évidemment, c'est des passages que généralement on traite un peu plus rapidement, mais bon, voilà, même avant, il avait écrit des lettres à Louis Renaud qui n'étaient pas non plus exceptionnelles, etc. Mais bon, bref. Il devient une espèce de figure mythique, il devient la figure du commissaire du gouvernement par excellence, celle qu'on retrouve dans le livre jubilaire, qu'on retrouve dans le livre bleu 1974, et d'un certain point de vue, totalement détaché du droit qu'il a produit. Il n'est plus qu'une espèce de figure du Conseil d'État, plus du tout une figure du droit administratif, et il devient en quelque sorte un commissaire du gouvernement mythique, le commissaire du gouvernement parfait, plus parfait que Léon Blum dans la mesure où il n'a pas basculé vers la politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être republier ces conclusions, ça peut être un moyen de retrouver d'ailleurs la figure un peu mythique, de retrouver un peu le droit de Jean Remieux. Je vous remercie. Je vous remercie. Je n'ai pas des choses particulières à dire, sinon mon admiration pour le tableau qui me paraît très équilibré. Remieux, je l'ai un peu oublié. Je pense que Jaez aussi a été beaucoup pour la promotion de Remieux dans ses traités, en retartinant les conclusions, en les insérant. Oui, merci Frédéric. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter parce que j'ai l'impression que j'ai mal le sentiment que j'avais vu que le tableau est parfait, et on sent que s'il est parfait, c'est parce qu'il y a un travail depuis longtemps de lecture des conclusions, exactement, en collaboration. Et donc non, j'ai pas mal relu, récemment relu, et je m'y retrouve tout à fait. Juste à la fin pour apporter un petit complément, c'est vraiment anecdotique, j'ai l'impression que le Gaja a redonné dans les années 50-60 une deuxième vie à Remieux. Parce que finalement, que ce soit Terrier, que ce soit Cam évidemment, mais bon, la notice sur l'arrêt Terrier est toujours un peu le Gaja, c'est à 90% des extraits des conclusions. Donc, ce que tu dis là est très intéressant sur un peu l'effacement de l'administrativiste Remieux dans les années 30, peut-être un peu 50, et puis d'un coup, le Gaja a contribué à en faire une chose importante. Et dans la première édition du Gaja avait été publiée, à l'époque, il y a l'arrêt de Train. L'arrêt était un grand arrêt avant de disparaître. Donc il y a eu comme ça, et puis pareil, Société Mobilière Saint-Just, c'est souvent le système Remieux qui est présenté par l'époque du Gaja. Donc je voulais juste, en t'écoutant, je me faisais cette réflexion que le Gaja, à des générations d'étudiants de deuxième année, avait contribué à populariser Remieux qui effectivement a un peu disparu ensuite d'autres. Voilà, c'était juste une réflexion. Frédéric, avant que tu répondes, évidemment je m'associe à tous ces compliments, mais pour rebondir sur la remarque de Blanc, c'est que le Gaja est aussi écrit à un moment du renouveau du service public et que c'est du pain béni. C'est-à-dire que c'est pas Remieux parce que c'est Remieux, c'est Remieux parce qu'il facilite la mise en valeur du service public dans les années 50 et donc c'est totalement instrumentalisé. Puis je rebondis. Évidemment, on donnera la parole à Frédéric. Non mais à mon avis, d'ailleurs on a précisé, on ne sait pas très bien, mais à mon avis, les notices derrière, etc., sont écrites par Marcelon à l'époque plus que par Prosper Veil. Et celle-là où on cite énormément en lieu, ça correspondrait bien à l'époque où Marcelon
à travers les Coubertins, François Desmois, participe à la revalorisation du sanctuaire. Oui, mais c'est la tournerie qui est derrière. C'est la tournerie qui est derrière, parce que moi je me souviens très bien de comment s'appelle-t-il de Brébant, racontant cette fameuse anecdote, la tournerie est au jury d'agrégation et s'aperçoit que on ne parle que de puissance publique, je sais pas, il devait être avec Zodel. Et a dit à Brébant et à Long, les gars, vous allez me trouver des affaires emblématiques du service public et me prononcer des conclusions. Et ça a été. Ça et la thèse de Corail, et la thèse de Corail aussi. Oui, la thèse de Oui. Ouais. Dans le Gaja, c'est tout à fait frappant. Sur les conclusions 1901, même 1995, si on commence de Cannes, jusqu'à 1907, il y en a 11 ou 12, alors j'ai regardé une édition 62, ça. Sur 11 ou 12, il y en a qu'une qui n'est pas une conclusion de recul. Il y a qu'un arrêt qui n'est pas une conclusion de recul. Donc effectivement, il est à ce moment-là, pourtant il est ici et tout ça, c'est Rebu qui fait les grands arrêts. Donc effectivement, incontestablement, dans les premières éditions du Gaja, ça rend malheureusement mieux. D'ailleurs, on voit bien que faire le commentaire pas très compliqué, c'est